Bienvenue à la Cité des Climats et Vins de Bourgogne. Je me présente, je suis Jérôme Diguet, je suis en charge de la médiation et de la programmation culturelle à la Cité. Donc, je suis très heureux de vous accueillir au sein du parcours de visite scénographique pour la conférence organisée dans le cadre du partenariat entre le Geste et la Cité. Donc, d'habitude, il y a des vidéos, il y a une ambiance tamisée, il y a des animations, des projections pour raconter la grande et belle histoire des vins de Bourgogne. Mais là, on est en mode conférence et on utilise le grand écran et l'auditorium. Voilà, pour cela. Donc une conférence sur du bourgeon à la baie avec Laurence Génie-Denis qui va vous parler. Avant de lui passer le micro, je vais donner la parole, et j'en dirai pas plus, à Monsieur le Président Thibault Léger-Belair. Merci à vous. Merci Jérôme, bienvenue à tous. On est ravis de voir cet auditorium aussi plein et ravis de vous accueillir, en tout cas pour cette conférence qui promet d'être passionnante. Alors, je voulais vous dire deux mots sur le Geste, puisque le Geste, c'est une association qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine. Donc, 30 ans au service des vignerons, 30 ans avec des vignerons, 130 adhérents aujourd'hui. On vient de réaliser ce magnifique kakémono et qui reprend bien en fait ce qu'on essaye de faire au Geste, c'est-à-dire étudier, former, partager. Le Geste, c'est un centre de formation également. Donc on a deux animatrices, Aline et Mathilde, qui s'occupent brillamment de faire vivre cette association. L'objectif du Geste, c'est vraiment d'essayer d'apporter de l'information, de faire surtout en sorte que l'ensemble des vignerons et des gens de notre métier puissent communiquer, puissent partager, parce qu'on croit fortement que c'est dans le partage, c'est dans l'échange qu'on devient beaucoup plus fort et qu'on acquiert de la connaissance sur notre métier. Notre métier est en train de changer. Je pense que cette conférence vient à point nommé. On vient de finir une année extrêmement compliquée. Pour ma part, la plus difficile, et je pense que pour beaucoup, la plus difficile de ma carrière, j'espère la seule. Et je pense qu'effectivement, cet aspect formation, elle est essentielle. Donc, on est constamment en train d'essayer de chercher. Et malheureusement, on ne trouve pas beaucoup, mais ça pose d'autres questions et on est constamment en train de changer un petit peu notre logiciel par rapport à ces modifications climatiques et ces changements de notre métier. Et je pense que, effectivement, de tous se réunir et d'avoir justement des experts, des professeurs, des gens qui ont une vraie connaissance, peut nous permettre de grandir dans ce métier. C'est pour ça que de voir autant de personnes aujourd'hui, je me dis qu'effectivement, ça fait son chemin et qu'on a une vraie chance de pouvoir avoir des gens compétents qui nous suivent. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre au Geste. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui, j'en suis ravi. Ces étudiants seront probablement des futurs professionnels et voire vignerons. Et donc les jeunes, c'est pas une association non plus d'agrobiologistes. Pas seulement, même si on essaie de prôner une agriculture, une viticulture plus vertueuse, mais il y a une vraie volonté d'être nombreux. Plus on est nombreux, plus on a de cerveau, plus on réfléchit et plus on avance dans notre métier. Merci d'être là, d'avoir fait juste l'aller-retour pour ce soir de Bordeaux. Laurent Génie-Denis qui nous rejoint également pour une formation, on en parlera un petit peu plus tard après cette conférence en février prochain qui va être passionnante et vous verrez, vous avez un certain nombre de documents que vous pourrez regarder après la conférence sur le Geste, sur tout ce qu'on essaie de faire et sur également toutes les formations qu'on essaye de mettre en place et qui rencontrent beaucoup de succès. Merci encore. Bonne conférence à vous tous et je vous passe la parole. Mais merci beaucoup et bonsoir à tous et à toutes et merci de m'avoir invité. Même si c'est très rapide, c'est toujours un plaisir de venir en Bourgogne et puis surtout de pouvoir échanger avec des professionnels qui, pour nous, chercheurs et enseignants, c'est vraiment essentiel également d'être au contact des professionnels. Pour pouvoir adapter nos formations, et je le dis là fortement parce qu'il y a les étudiants, et les étudiants, comme vous l'avez très bien dit, ce sont les viticulteurs de demain, et il faut qu'ils soient vraiment à la pointe pour dépasser les enjeux et les challenges de la viticulture, quelles que soient les régions, mais également pour vous, professionnels, pour
nous faire remonter vos problématiques, vos questions et votre vision aussi, qui peut être un peu différente de nous, même si on va quand même beaucoup dans le vignoble, surtout quand on est chercheur en viticulture. Donc, je suis professeur à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, Bordeaux, qui est un institut multipartenarial de recherche et de formation. Je suis physiologiste de base et ça fait maintenant, j'ose plus le dire, mais plus de 30 ans que je travaille sur la problématique du rendement et de la maturation de la baie, puisque j'ai fait ma thèse sur la coulure. Donc on m'a fixé un challenge quand même qui est en 3/4 d'heure essayer de vous expliquer quelles sont les grandes étapes clés de la construction du rendement. Alors pour beaucoup, il y a plein de choses que vous allez savoir, mais c'est peut-être juste s'entendre les redire, peut-être juste également se repositionner dans le contexte du millésime 24. Il y a plein de choses que vous savez, je suis sûre que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais c'est peut-être remettre les bonnes questions au bon endroit pour expliquer ce que vous avez vécu et peut-être anticiper ou se poser les bonnes questions pour le millésime de 2025. Donc c'est vraiment ça l'idée, de vous donner quelques éléments clés issus de la recherche et de l'expérimentation. Alors, d'abord, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas, Mathilde, comment vous avez prévu phase questions-réponses après ou... D'accord, donc après. Donc, gardez bien vos questions. Bon, donc pour commencer, un petit propos en préambule pour dire que malheureusement, il n'y a pas une recette. Il n'y a pas un médicament, il n'y a pas un facteur, et que peut-être même à la fin de cette conférence, vous serez déçus parce que vous repartirez avec peut-être plus de questions que de réponses, mais c'est aussi ça. Parce que quand on parle en fait de récolte, on ne peut pas aborder ces problématiques sans se positionner dans la vision globale du fonctionnement de la plante. S'intéresser à la baie, c'est d'abord s'intéresser au fonctionnement global de la plante. Je dis toujours à mes étudiants, finalement, un viticulteur, certes, son objectif, c'est la récolte, mais avant tout, c'est de s'occuper de ses feuilles. C'est de s'occuper des feuilles de la plante, et quand ensuite il s'est occupé de ses feuilles, il peut regarder ses baies. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, les baies, comme vous le savez, sont des organes qui ne sont pas autonomes, qui ne peuvent pas fonctionner sans le reste de la plante. Donc ça, c'est vraiment important que l'on commence cette discussion, cet échange avec cette idée, c'est on va parler des baies, mais il faut l'englober dans une vision globale du fonctionnement de la plante. Et ensuite, donc, on peut se poser les différentes questions que je vais essayer d'aborder ce soir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut expliquer les variations de rendement d'une année à l'autre ? Existe-t-il des périodes plus critiques pour l'établissement du rendement ? Est-ce qu'il y a des phases où le futur fruit est plus sensible ? Est-ce que je peux identifier des facteurs climatiques, des facteurs génétiques, des facteurs liés à mes pratiques culturales pour essayer de mieux réguler ou de mieux comprendre les variations du rendement ? Et puis, existe-t-il aussi des moyens ? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition, finalement, pour prédire un peu ces variations d'une année à l'autre et potentiellement adapter mes pratiques culturelles ? Donc, dans ce contexte-là, la difficulté, comme je vous disais, c'est bien évidemment, notre objet, c'est la production de l'année, la production que l'on va qualifier tout à l'heure, mais que l'on va pouvoir qualifier par la quantité et par la qualité, parce que finalement la récolte, c'est cet équilibre-là entre qualité et qualité. Cette production de l'année, elle ne peut exister que si la partie végétative et le fonctionnement de la plante, donc les besoins végétatifs de l'année sont satisfaits, si en effet, et comme
c'est le cas, ça a été le cas cette année avec toute la problématique liée aux phytosanitaires et au mildiou. La gestion du feuillage a été quand même extrêmement compliquée et automatiquement, bien évidemment, ça va avoir un impact plus ou moins direct sur le fonctionnement de la grappe et de l'inflorescence. Donc, premier point, il faut que ces besoins végétatifs de l'année soient satisfaits. Et puis, les indicateurs que l'on peut suivre, bien évidemment, c'est la surface foliaire, le rapport feuilles-fruits, ça, c'est des choses que vous connaissez. Et puis, la vitesse de croissance aussi de ces organes végétatifs, qui, comme vous le savez, parce que la vigne est une liane, il y a toujours une compétition entre la croissance végétative et le développement des organes reproducteurs. Et cette vitesse de croissance va pouvoir, en fait, avoir un impact sur la construction du rendement. Et puis, l'autre point qu'il ne faut pas oublier, le rendement, la récolte, ce qu'on voit, c'est sur l'année, mais on travaille avec une plante pérenne, on travaille pour avoir une parcelle qui fonctionne pendant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, et il ne faut pas s'arrêter à l'année, on est obligé aussi, dans ces pratiques, dans cette vision, dans cet équilibre que l'on va construire, de penser aux années suivantes, du moins au moins à l'année suivante, parce que des fois aux années suivantes c'est compliqué, mais au moins à l'année suivante, et de préparer l'année suivante en travaillant sur la mise en réserve et sur la gestion de la vigueur. Donc, c'est vraiment cet aspect-là, et vous voyez de ce fait que c'est tellement multi-paramètres que ça peut être et ça peut devenir vite compliqué. Donc après ce préambule, peut-être une introduction concernant la façon dont moi j'aborde dans les travaux la notion de récolte. Peut-être on pourra discuter aussi cette notion de récolte, mais pour moi, la notion de récolte, c'est un équilibre entre une quantité de réserve et une qualité. Ce n'est pas opposé. Quantité et qualité, ce n'est pas forcément toujours opposé. Ça peut l'être, mais ce n'est pas toujours opposé. Et puis, c'est aussi au regard du type de vin que l'on veut faire. Donc, il n'y a pas une qualité, il y a plusieurs qualités, bien évidemment, en fonction du produit que l'on souhaite. Si on cherche à qualifier la quantité, bien évidemment, c'est le rendement, c'est ce que l'on rentre. Et puis, de ce fait, on peut la qualifier avec 3 types d'indicateurs. Premier indicateur, c'est le nombre de grappes par souche. Ce nombre de grappes par souche qui a été construit, comme on va le voir, l'année précédente la récolte, et sur lequel le viticulteur a un fort pouvoir, parce que finalement, par la taille et par la charge qu'il va laisser, il va pouvoir moduler ce nombre de grappes. Ensuite, c'est sur chaque grappe le nombre moyen de baies par grappe qui va être formé après la floraison. Et puis ensuite, c'est la phase de croissance. Chaque baie va plus ou moins grossir, ce qui va caractériser le poids de la baie et de ce fait le poids des grappes. Donc finalement, si on veut qualifier le rendement d'un pied de vigne, ce sont ces 3 paramètres-là qu'il va falloir prendre en compte, qu'il va falloir identifier, et puis du coup, sur lesquels il va falloir caractériser des facteurs qui peuvent les moduler. Et c'est surtout donc ce point-là que l'on va essayer de voir ce soir. La qualité, c'est très compliqué, bien évidemment. Donc, de manière simple, pour pouvoir donner des indicateurs aux vignerons, on la caractérise avec deux types de paramètres. Le niveau de maturation, et encore une fois, qualifier la maturation, ce n'est pas chose aisée, et c'est surtout très dépendant du type de vin que vous voulez faire. Et puis, il y a un autre facteur, peut-être qui est moins dans l'habitude des vignerons, c'est également d'essayer d'évaluer l'hétérogénéité des baies et des grappes et son impact sur la maturation. Cette année, c'est une année un peu école sur l'hétérogénéité que l'on a. Et cette hétérogénéité des baies et des grappes, que ce soit au niveau de la parcelle ou au niveau du pied, automatiquement va avoir un impact sur le niveau qualitatif, voire un impact également sur le rendement.
Donc si on veut résumer un peu et se poser la question, mais qu'est-ce que ça pourrait être une grappe idéale? Qu'est-ce que pour nous, dans le contexte de notre exploitation, on définit la grappe idéale. Alors, j'ai ma propre définition, je vous la propose, hein. Vous pouvez ne pas être d'accord et on peut encore une fois en discuter. Mais pour moi, une grappe idéale, c'est une grappe homogène, c'est-à-dire qui porte des baies de taille suffisante pour pouvoir avoir le rendement et puis pour permettre d'avoir le rapport marque sur jus qui correspond au produit que je veux faire. Des baies qui sont riches en composés d'intérêt œnologique. Alors, encore une fois, ces composés œnologiques peuvent être variables selon le type de vin. Et puis également des composés d'intérêt œnologique qui sont facilement extractibles, de manière à ce qu'au moment de la vinification, je puisse vraiment extraire doucement et extraire les composés qui m'intéressent. Alors, pour pouvoir atteindre cet objectif, il y a des choses qu'il faut contrôler, il y a des choses qu'il faut maîtriser. Au niveau de la grappe elle-même, il faut pouvoir contrôler les 3 étapes de développement du fruit que l'on va voir en détail dans les diapositives suivantes, c'est-à-dire la première étape qui correspond à la formation de l'inflorescence, qui va permettre de définir le nombre de grappes. La deuxième étape, ce sont les étapes en lien avec la formation du fruit, qui va définir en fait le nombre de baies que je vais pouvoir récolter. Et puis la troisième étape, pardon, il y a une erreur sur le diaporama, la troisième étape, c'est toute la phase de croissance et de maturation du fruit. Donc ces 3 étapes que l'on différencie, mais en fait quand on écrit l'histoire de la baie et de la récolte, elles sont liées. Et ça c'est vraiment un point extrêmement important. On va le voir quand elles sont liées, et puis elles sont liées chronologiquement aussi. Et quand la première étape se passe mal, déjà on part avec un handicap et on aura des difficultés à récupérer en fait avec les autres. Et puis, mais pour pouvoir contrôler ces étapes, comme je le disais, il faut avoir cette vision de plante entière et par ces pratiques, d'essayer de tendre vers ce que l'on appelle l'équilibre physiologique, c'est-à-dire une plante dans laquelle on a un peu ce cercle-là des circulations et des mouvements d'éléments essentiels, les éléments essentiels étant surtout toute la composante glucidique de la plante et la composante azotée de la plante, c'est-à-dire finalement contrôler sa surface foliaire pour qu'elle soit suffisante et efficiente, de manière à ce que l'activité photosynthétique puisse à la fois assurer la croissance des jeunes organes, mais également assurer la croissance et la maturation des inflorescences, des grappes et des baies, et puis que cette surface foliaire, elle soit aussi suffisante pour pouvoir assurer le fonctionnement racinaire, et qui, lui, n'est pas autonome en termes glucidiques, pour tout ce qui est assimilation, et qui permettent de... pardon, où est-ce que je l'ai là ? Et également cette surface foliaire qui permettent en fin de cycle de restaurer les réserves pour que au moment de la reprise végétative, on ait une mobilisation des réserves suffisante pour permettre à la plante et aux organes de repartir. Et donc cet équilibre-là, finalement, ce mouvement perpétuel des assimilats va permettre d'assurer la pérennité, va permettre d'assurer la croissance et va faire fonctionner la plante sur finalement un niveau de vigueur qui peut varier d'une année sur l'autre et qui facilitera aussi nos travaux. Donc 3 étapes pour tendre vers cet équilibre physiologique, vraiment réfléchir à cette surface foliaire suffisante et efficace qui va permettre la restauration des réserves et qui nous permettra l'année d'après la mobilisation facilitée.
Donc la construction du rendement, ça, vous le savez, c'est un processus qui est long, qui est complexe et qui est étalé sur 2 saisons, avec une première saison, une phase qui est invisible pour le vigneron, puisqu'elle va se passer dans les bourgeons qui sont portés par les rameaux en croissance. Donc, et dans ces yeux latents, à la base des feuilles du rameau primaire, vont se construire en fait les futures inflorescences, les futures grappes. Et à la fin de cette phase-là, à la fin de cette première saison, on aura définitivement le nombre de grappes et la taille des grappes qui sera fixée. Donc actuellement, on pourrait se dire qu'en faisant, et on le fait, je ne sais pas si en Bourgogne vous le faites, mais sur Bordeaux, on le fait, on fait des dissections de bourgeons pour caractériser la fertilité potentielle des bourgeons et également caractériser le nombre de ramifications que l'on a au niveau des grappes et donc qui va définir finalement le nombre maximum de fleurs que ces grappes vont pouvoir porter. Ça commence à donner une idée sur le taux de fertilité et, dans certains cas, peut donner des indications sur des réflexions par rapport à la charge, par rapport à la taille. La deuxième étape, c'est là l'étape visible, après le débourrement, donc, où l'on va pouvoir observer la croissance des inflorescences, puis la croissance de la grappe et des baies. Et là, donc, cette étape-là va définir les autres paramètres que l'on a identifiés tout à l'heure sur la quantité, c'est-à-dire le nombre de baies et la taille des baies. Donc ce processus s'étale sur 2 ans, il est long et il est dépendant de plusieurs facteurs. Trois groupes de facteurs, 3 familles de facteurs. Le premier facteur, première famille, ce sont les conditions pédoclimatiques des 2 saisons. Et souvent, on l'oublie, en fait. Quand on parle de rendement, on se rappelle des conditions météo de l'année, mais on oublie de se rappeler des conditions de l'année d'avant. Et pour autant, c'est extrêmement important. Également, au-delà des conditions pédoclimatiques des 2 saisons, c'est aussi des conditions d'équilibre physiologique de la plante pendant ces 2 saisons. Donc, comment elle a fonctionné également l'année précédente. Et puis ensuite, le troisième facteur, le troisième groupe, c'est le poids, finalement, de chaque période dans la construction du rendement et dans le rendement final. Est-ce que quand j'ai ces 3 facteurs-là, il y en a qui sont plus importants que d'autres? Et ça, c'est important, il me semble, de pouvoir l'évaluer, parce que ça permet comme ça aux viticulteurs de se dire, est-ce qu'au moment de la construction du rendement, j'ai une phase qui, dans mon vignoble, est peut-être plus sensible, sur laquelle il faut que je fasse plus attention dans ces notions d'équilibre physiologique. Donc, si on reprend notre définition de tout à l'heure sur le rendement, donc le poids de grappes par cep, qui correspond au nombre de grappes par cep, multiplié par le nombre de baies par grappe, et puis par le poids moyen des baies. Et tout ça donc, permet d'avoir une évaluation du rendement. Si on essaie de relier ces indicateurs au moment clé de leur formation au niveau de la souche, le rendement de l'année, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'association de processus qui dure sur les 2 années, avec la première phase donc, dans le bourgeon qui est la formation des primordia inflorescentiels, donc les futurs nombres de grappes. Et puis, au moment du débourrement, donc au tout début du millésime que l'on va récolter, c'est également le nombre de bourgeons que l'on va laisser, mais aussi le nombre de bourgeons qui va débourrer, parce que malheureusement, ou qui va se développer. La deuxième phase, le nombre de baies par grappe, c'est toutes les phases qui vont être liées à la construction des inflorescences, des pièces florales, des fleurs, et puis à la phase clé de fécondation et de noison. Et puis le troisième indicateur qui est la phase de croissance et de maturation.
Donc, ce que l'on a essayé de faire, c'est de se dire, est-ce que ces 3 périodes-là, le risque, finalement, que ça ne se forme pas bien, est le même tout le temps? Ou est-ce qu'il y a des périodes qui sont plus sensibles que d'autres, et sur lesquelles, finalement, quand je vais réaliser mes pratiques, je dois être plus attentif? Ou est-ce que c'est finalement partout? Donc il y a plusieurs travaux qui ont été menés depuis une quinzaine d'années à Montpellier. C'est Nicolas Guilpart en 2011 qui a commencé ces travaux. Puis à Bordeaux, avec Anna Limalet en 2017. Et puis plus récemment en 2020, et puis on continue. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a essayé dans 3 régions différentes, donc à Bordeaux, à Montpellier et en Champagne. Je n'ai pas de connaissance de ces travaux-là qui ont été menés en Bourgogne. Je suis désolée, je ne peux pas vous parler des chiffres de Bourgogne, mais bon, on peut penser que ça peut ressembler à certaines conditions climatiques. Et on a essayé d'évaluer en fait, la part de la variation du rendement interannuel pour chaque partie. Donc, on a fait ces travaux, c'est des mesures, en fait, sur plusieurs années. Et là, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? On s'est aperçu que même ces 3 phases-là, elles existent, quelles que soient les régions. Leur importance dans la construction du rendement final va varier selon les régions, en fonction, principalement, des conditions climatiques. Qu'est-ce que l'on s'aperçoit? En conditions méditerranéennes, on s'aperçoit que la variation du rendement interannuel s'explique majoritairement par la construction du rendement au moment de la production des inflorescences et dans le bourgeon des primordiaux inflorescentiels. Donc cette phase en fait en N-1 est la période qui explique le plus de variations de rendement en conditions méditerranéennes. Puis ensuite, la variation est expliquée par 30% dans le cadre des phases de construction des pièces florales et 10% liés au poids moyen des baies. Et ça s'explique très facilement finalement parce que dans les régions qui sont sèches, avec des étés secs, finalement, il y a très peu d'impact il y a une contrainte hydrique forte qui fait que finalement les baies évoluent peu. Lorsque l'on est donc sur Bordeaux, on a quelque chose qui va venir se lisser avec 2 périodes qui sont clés, qui sont la phase de construction des primordiaux inflorescentiels dans le bourgeon en N-1, et puis toute la période printanière, en fait, qui, là, est très contraignante en termes climatiques pour la formation des inflorescences. Et un peu plus également de part liée surtout aux pluies estivales sur le poids du baie, de la baie finale. Et puis en Champagne, la variation s'explique principalement sur la période floraison, nouaison et coulure, puisque c'est cette période-là qui climatiquement est le plus variable et qui va jouer sur le rendement. Donc ça, c'est extrêmement important, enfin en tout cas à mon avis, de pouvoir, dans le contexte de sa région, savoir s'il y a une période sur laquelle on doit être le plus attentif. Et à partir de là, on peut du coup se poser les questions qui sont quels sont les mécanismes physiologiques qui sont impliqués de ce fait dans ces variations et à ces périodes, et puis quels sont les facteurs. Est-ce que je peux identifier des facteurs qui vont régir ces mécanismes? Donc on va reprendre un peu en détail, un peu plus en détail les 3 étapes. Donc la première étape, je vous rappelle, c'est la formation des primordiaux inflorescentiels et la fixation du nombre de grappes en année N-1. Et puis en conditions méditerranéennes, on observe donc là cette très bonne correspondance entre la variation du rendement et le nombre de grappes par pied qui correspond finalement à la fertilité potentielle des bourgeons. Donc,
pour aller finalement à l'essentiel, cette étape-là, on peut identifier 4 facteurs qui impactent le plus. 2 facteurs qui sont liés à la physiologie de la plante, c'est-à-dire la qualité de l'induction et de l'initiation inflorescentielle dans le bourgeon, et puis un peu plus tard, la qualité et le taux de débourrement. Un facteur qui est un facteur lié aux pratiques viticoles, la taille et la charge, puisque c'est bien vous qui allez décider du nombre de bourgeons que vous allez laisser sur la souche, donc de fait du nombre de grappes aussi que vous allez laisser sur la souche. Et puis ensuite, les accidents climatiques et principalement le gel juste après le débourrement qui en effet peut modifier tout cet équilibre. Alors, si on regarde, si on se focalise sur le premier facteur, qui est la qualité de l'induction et de l'initiation inflorescentielle, donc c'est ce qui va se passer dans le bourgeon en année N-1 de la récolte, au printemps et pendant l'été de l'année N-1, et qui va fixer définitivement le nombre de grappes pour l'année suivante et la taille de ces grappes, c'est-à-dire ces ramifications. Donc à Bordeaux, il y avait une thèse qui avait été faite dans les années, en 1970 et qui avait, par dissection, identifié de manière extrêmement précise en fait, les dates et les périodes des phases de formation des primordia inflorescentiels et des phases de ramification en fait, de ces grappes. En 2017, on a repris ce travail. Parce que finalement, on s'est dit, entre 1970 et 2017, le climat il a changé. Donc, est-ce qu'on est toujours dans le même rythme? Est-ce qu'on est toujours sur la même évolution? Est-ce que, parce que les conditions climatiques sont peut-être plus favorables, avec des hivers plus frais, des printemps plus doux, des étés plus secs, est-ce que ça modifie? Donc, ce que l'on a montré, finalement, c'est que le schéma, le rythme, en fait, de formation des primordia inflorescentiels, il restait le même. Chez la vigne, c'est un rythme aux alentours des 10 jours à peu près. Tous les 10 jours, il y a un nouveau mérital qui se forme dans le bourgeon. Ça c'est resté pareil. Les phases de différenciation, donc vous avez ici donc, des photos de l'évolution du bourgeon pendant l'été précédent, et puis la dissection de ces bourgeons. Donc la première phase où on a la formation des primordia foliaires, puis ensuite le début de la formation du premier primordia inflorescentiel, puis ce premier primordia inflorescentiel qui se différencie, qui se ramifie pour former en fait la future rafle, puis ensuite le deuxième primordia inflorescentiel qui va ensuite se ramifier. Et donc on a observé en fait que un mois chez le merlot, donc un mois après le débourrement, donc sur les bourgeons de la base, là je vous parle des bourgeons de la base, puisque de toute façon c'est ceux qui vont nous intéresser au final, sur les bourgeons de la base, on commence un mois après le débourrement, à 35 jours après le débourrement, à avoir l'initiation de la lange, c'est-à-dire la première pousse qui va donner la future grappe. Et ensuite, 2 mois après le débourrement, on voit le premier primordia inflorescentiel qui se forme définitivement et qui va continuer à se différencier. Et ceci, finalement, jusqu'à la fin de la phase de croissance, c'est-à-dire globalement jusqu'au début de la dormance, jusqu'à la véraison. Alors qu'est-ce qui a différencié par rapport aux années 70? C'est qu'on commence beaucoup plus tôt. Le Buttrose, qui avait travaillé dans ces années-là, avait identifié les premières formations dans l'âge à 45 jours. Donc en fait, on a avancé de 10 jours le début de la formation de cette future grappe. Alors on pourrait se dire, ça c'est chouette parce que finalement on avance de 10 jours, donc peut-être qu'on va pouvoir
avoir des grappes plus grosses, plus de grappes, etc. On n'a pas montré de différence significative. Mais ce n'est pas plus chouette parce que finalement, on avance de 10 jours. Donc aussi, on est peut-être plus précoce par rapport au débourrement qui lui-même est plus précoce pour des raisons climatiques et donc peut-être plus sensible au gel. Alors, qu'est-ce que l'on a également montré? Donc, on a vraiment ces phases-là. Et ce que l'on a montré, finalement, c'est que tous les bourgeons qui vont se former au fur et à mesure de la croissance du rameau subissent ce phénomène, mais toujours à 10 jours de décalage, finalement. À chaque fois qu'il y a un nouveau bourgeon qui se forme, il commence après 10 jours. Donc, quand on voit la feuille étalée, on peut estimer que 10 jours après l'étalement de la feuille, le bourgeon qui est à sa base commence à différencier son primordia inflorescentiel. Et donc, ce qui va signifier que sur le rameau, on va avoir un gradient, puisque ceux qui sont à la base, ils vont finalement commencer un peu plus tôt. Et par contre, globalement, une semaine, 10 jours, c'était assez variable selon les années, mais à une semaine, 10 jours, tout s'arrête au moment de la véraison, de la dormance. Et c'est ce qui explique, et c'est un des facteurs qui explique aussi, qu'on ait ce gradient, en fait, de complexité du bourgeon dans le rameau. Donc, finalement, plus cette phase-là de différenciation va être précoce, si elle n'est pas touchée par le gel, plus elle va être intéressante parce que la ramification aura plus de temps pour se faire. Les ramifications auront plus de temps pour se faire dans les bourgeons de la base. Et donc, potentiellement, on n'aura pas forcément plus de grappes, mais on aura des grappes qui seront plus ramifiées, donc qui pourront porter plus de fleurs et donc potentiellement plus de baies. Alors, quels sont les facteurs que l'on a identifiés? Alors, je n'ai pas mis les facteurs génétiques, hein. Ce n'est pas la peine que je vous abreuve de gènes. J'ai essayé d'être le plus factuel possible, des indicateurs en fait que vous pouvez mesurer. Donc, ce que l'on a remarqué, c'est donc que la ramification des inflorescences est plus importante, mais quand on a finalement un millésime, un débourrement qui est précoce, parce que ça va s'installer plus tôt, donc la précocité de différenciation. Également, on a montré qu'il y avait un lien très fort avec la mobilisation des réserves. Bien évidemment, à cette période-là, la plante est encore hétérotrophe. Et donc, au début, sur les bourgeons de la base, puisque je vois que vous clignotez, mais c'est au début, quand ça débourre, elle est hétérotrophe, elle utilise ses réserves. Donc, comme on est un mois après le débourrement, on est encore dans la phase d'utilisation des réserves. Donc, on a démontré, en fait, que dans ces bourgeons, il y avait de l'amidon qui devait également être remobilisé, issu des bois et des sucres. Donc, une mobilisation précoce des réserves. Et puis également, la lumière, qui est un facteur extrêmement important pour favoriser cette ramification. Les facteurs qui réduisent le nombre des primordia inflorescentiels et de la ramification. Alors, juste un point, vous voyez, le premier point, c'est ramification des inflorescences plus importantes. Nous n'avons pas pu montrer que sur les travaux que l'on a fait, qu'on pouvait augmenter le nombre de grappes. En fait, le nombre de grappes, c'est plus un facteur génétique. La fertilité potentielle, c'est plus un facteur génétique. Il est fixé. Par contre, on peut jouer sur le taux de ramification, donc la taille des grappes. En revanche, on peut les diminuer. D'où les facteurs négatifs qui peuvent réduire le nombre de grappes et leur ramification. Donc là, très fortement, donc on ne l'a pas montré à Bordeaux, mais c'est Guilpart qui l'a montré à Montpellier, la contrainte hydrique et la contrainte azotée en début d'été sont les principaux facteurs qui limitent en fait la formation
des primordiaux inflorescentiels. Et du coup, c'est pour ça qu'en conditions méditerranéennes, cette phase d'induction et d'initiation inflorescentielle, c'est 60% de la part qui fait varier le rendement. On retrouve la faible mobilisation des sucres et la réduction de la lumière. Le deuxième étape, deuxième facteur là, que l'on peut identifier comme étant important dans la construction du rendement au niveau de l'étape 1, c'est après l'hiver, donc le bourgeon est rentré en dormance, le nombre de grappes, de futures grappes et leur ramification est fixé. Et quelques jours donc, avant le débourrement, ces primordiaux inflorescentiels vont recommencer leur activité cellulaire. Et là, qu'est-ce qui va se passer? À chaque extrémité de ramification, on va voir en fait l'installation des futures pièces florales. C'est ce qu'on appelle l'induction et l'initiation florale. Ça commence avant le débourrement. On a estimé que ça commençait une dizaine de jours avant le débourrement. Dans toutes ces toutes petites ramifications, on commence à voir à leur extrémité la préformation, l'initiation des futures pièces florales. Et puis ensuite, bien évidemment, il y a la phase de débourrement, sensus rito, c'est-à-dire la reprise de la croissance de l'ensemble des organes préformés qui vont permettre l'éclosion du bourgeon. Donc, bien évidemment, s'il n'y a pas de débourrement, on va automatiquement perdre en rendement. Et qu'est-ce qui a été identifié comme facteur important dans le taux de débourrement? Et je ne parle pas là du gel, parce que c'est vraiment là le taux de débourrement en conditions classique de température. Mais encore une fois, la mobilisation des réserves, et ça, les Champenois, si vous regardez les travaux de B6, bien évidemment l'a montré, mais également de Pouget ou de Boire, il y a 40 ans maintenant, mais qui sont toujours d'actualité parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Donc, mais également Nathalie Gaveau qui le montre très bien. Donc la mobilisation des réserves, ça c'est vraiment essentiel. Mobilisation des réserves, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la mise en réserve l'année précédente, ça c'est clair, mais c'est aussi la dégradation de l'amidon qui peut après circuler dans la plante. Parce qu'on peut avoir mis en réserve, mais on peut aussi bloquer et entraver la circulation parce qu'on n'a pas des flux de sève qui sont suffisamment fonctionnels, parce qu'on a trop de bois mort et le rapport bois mort sur bois vivant ne permet pas cette mobilisation facilitée. Donc la mobilisation des réserves, les réserves en tant que telles, mais aussi leur transfert via les flux de sève. On a également montré aussi que le rayonnement direct, la luminosité avait un effet sur la qualité du débourrement et potentiellement les modes et les dates de taille également qui vont, en levant les inhibitions entre les bourgeons, faciliter ce débourement. Qu'est-ce qui va réduire en fait ce taux de débourement? C'est l'absence de froid. Alors, on va dire, pourquoi? Mais parce que en fait, on a montré que le froid de début d'année, mais vraiment de tout début d'année, donc de fin décembre, début janvier, facilitait en fait et la dégradation de l'amidon, facilitait en fait la dégradation de l'acide abscisique qui bloque la dégradation future de l'amidon. Et donc le froid, des périodes de froid intense, important, pendant l'hiver, homogénéise le débourrement. Alors, on ne peut pas y faire grand-chose, certes, mais en tout cas, ça peut être des indicateurs pour le viticulteur, en regardant, faisant une analyse un peu de sa météo, de pouvoir se dire, tiens, janvier, il a vraiment été très, très doux, au regard de mes réserves de l'année précédente, mon état du feuillage en fin de saison, est-ce que j'ai un risque ou est-ce que j'ai pas un risque?
Et puis on revient finalement à l'opposé des facteurs de tout à l'heure, c'est-à-dire une faible mobilisation des réserves, une réduction de la lumière, une charge trop importante aussi, qui créerait des fenêtres, bien évidemment, parce que l'équilibre entre la charge et la vigueur ne permet pas d'alimenter l'ensemble des bourgeons. Et puis, bon, les divers aléas climatiques et notamment les effets de gel. Alors, en termes finalement d'accidents physiologiques, qu'est-ce qu'on va observer parce que la résultante de ces deux étapes, on ne va l'observer qu'au moment de l'année en N+1, c'est un défaut de débourrement qui va automatiquement impacter sur la récolte, et puis des rameaux potentiellement qui peuvent sortir, mais qui sont non fructifères, parce que l'induction inflorescentielle a été insuffisante. Donc la formation des primordiats floraux, la croissance de l'inflorescence, et puis la fixation du nombre de baies par la floraison et la noison. Donc là, pareil, deux types de facteurs qui sont liés à la plante. Une première famille de facteurs au moment de l'induction et de l'initiation florale, c'est-à-dire de la formation des pièces florales. Je vous ai dit tout à l'heure, ça a commencé un peu avant le débourrement, et puis ça va continuer jusqu'à la veille de la floraison. Donc cette phase de croissance en fait de l'ensemble des pièces florales est une phase qui est également assez lente et qui doit être lente pour pouvoir bien construire ces pièces qui sont très différenciées les unes des autres. Il y a la phase de floraison et de noaison, bien évidemment, ça on le voit tous. Et puis en termes physiologiques, l'équilibre feuilles-fruits, c'est un facteur construisant en fait le rendement. Et puis des facteurs climatiques. Et pendant cette phase-là, la fraîcheur nocturne et les nuits fraîches, donc en dessous de 4 degrés, qui sont aussi des facteurs limitants pour la formation de ces pièces. Donc la première phase, c'est la qualité de l'induction et de l'initiation inflorescentielle. Donc en fait, c'est toute la phase qui commence au débourrement et qui va durer jusqu'à la veille de la floraison et qui va permettre de construire petit à petit donc, toutes ces pièces florales. Il y a une étape qui est essentielle pendant cette phase-là. C'est ce qu'on appelle la méiose ovulaire. La méiose ovulaire, finalement, alors il y a deux méioses, c'est-à-dire les méioses, ce sont les périodes de la formation des gamètes. Donc il y a la méiose pour les graines pollen et il y a la méiose pour la partie femelle, il y a la méiose ovulaire. Mais il y a une période qui a été parfaitement identifiée. Donc cette méiose ovulaire qui est vraiment la formation du dernier tissu de l'ovule. Et souvent je dis, en fait, c'est le dernier tissu qui va accueillir ensuite l'œuf. C'est le petit nid douillet qui va permettre finalement aux gamètes femelles, quand elles ont fusionné avec les gamètes mâles, de venir s'accrocher pour former le fameux pépin. Et cette phase-là de formation du sac embryonnaire, on l'a identifié en moyenne, alors je dis bien en moyenne parce que bon, c'est aux alentours de 2 semaines avant la date d'épanouissement de la fleur, c'est-à-dire avant le dessèchement de la base de la corolle. Et c'est une phase qui doit absolument se faire lorsque la plante est passée en autotrophie, c'est-à-dire que les sucres qui vont alimenter les inflorescences pour pouvoir construire ces organes sont des sucres qui sont issus de la photosynthèse et plus des sucres qui sont issus des réserves. À un moment donné, après le débourrement, la plante va utiliser ses réserves. Des feuilles vont se former, mais au tout début, ces feuilles, elles sont jeunes, donc ce sont des organes qui ont une activité photosynthétique trop faible pour pouvoir assurer leur croissance. Et puis on estime que quand une feuille a atteint la moitié de sa taille définitive, alors là on est à l'équilibre,
c'est-à-dire elle a une activité photosynthétique qui est à peu près équivalente à ses besoins de croissance, et donc elle va pouvoir commencer à exporter. Vous savez, là je pense que tout le monde le sait, la vigne c'est un équilibre entre les organes sources et les organes puits, les organes qui produisent et les organes qui consomment. Les feuilles, normalement, quand elles sont adultes, sont des organes sources, c'est-à-dire qu'elles exportent les sucres qu'elles vont produire. Sauf que quand elles sont jeunes, elles sont des organes puits. Et en plus, comme la vigne est une liane, ce sont des organes qui sont prioritaires. D'où la compétition entre les grappes et les inflorescences. Juste après le débourrement, il n'y a pas de sucre issu de la photosynthèse. Tous les sucres sont issus des organes de réserve, donc sont puisés dans les organes de réserve et vont se distribuer entre les différents organes. Et préférentiellement, ce sont les jeunes feuilles qui vont être la source de puits majoritaire. Les inflorescences peuvent faire un peu de photosynthèse, mais on voit petit à petit que cette photosynthèse diminue. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la croissance du rameau, quand il y a suffisamment de feuilles adultes, l'excès de sucre produit par les feuilles vont pouvoir être distribués dans tous les organes de la plante, et la plante va arrêter de fonctionner sur ses réserves. Et là, on dit qu'elle est passée en autotrophie. Donc, pour que cette étape fonctionne, il faut que la plante soit passée en autotrophie. C'est-à-dire que les sucres qui alimentent les inflorescences à ce moment-là soient des sucres qui viennent automatiquement du feuillage. Si ça ne se fait pas, cette phase-là est défaillante. Et ensuite, quelles que soient les conditions que vous aurez 15 jours, 3 semaines, 1 mois après, pendant la floraison, vous aurez de la coulure. Donc peut-être que ça vous rappelle quelque chose pour cette année. On va y revenir tout à l'heure. Donc en fait, ça crée en fait de la coulure anticipée. On ne le voit pas, et même s'il fait beau après, si on a tous les facteurs qui sont réunis au moment de la floraison, on n'arrive pas à avoir cette phase d'accrochage finalement ensuite des gamètes. Donc cette phase-là est essentielle parce qu'elle va former les pièces florales, et donc du coup, elle va définir le nombre de fleurs fonctionnelles qui vont pouvoir être fécondées. Donc les facteurs qui vont favoriser en fait cette phase-là, c'est la mobilisation des réserves rapides. Alors pourquoi ? Parce qu'en mobilisant rapidement les réserves, la croissance végétative peut être accélérée et vous allez passer plus rapidement à l'autotrophie. C'est pas, les réserves, elles ne vont pas alimenter les inflorescences. Mais en fait, c'est un effet boule de neige. Vous mobilisez plus les réserves, la croissance végétative est augmentée, vous avez plus rapidement plus de feuilles qui vont pouvoir exporter. L'ensoleillement également est un facteur positif qui va favoriser ce phénomène-là, et bien évidemment des températures douces, c'est-à-dire largement au-dessus du zéro de végétation, pour pouvoir, en fait, c'est un effet secondaire, si vous voulez, pour pouvoir avoir une haie foliaire qui soit autotrophe le plus rapidement possible. Les facteurs qui vont limiter en fait et qui vont pouvoir engendrer ce phénomène de malformation ovulaire, c'est l'excès de vigueur. Alors, on pourrait s'étonner en se disant, s'il y a un excès de vigueur, il y a une croissance, et donc ça va fournir des sucres. Mais en fait, c'est l'excès de vigueur au regard de l'équilibre et de phénomène de compétition entre les organes reproducteurs et les organes végétatifs. Et donc là, en fait, vous pouvez avoir un bilan photosynthétique qui est très favorable, mais si vous avez une croissance qui est très, 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 très rapide ou une vigueur très importante, mais finalement, vous avez cette force de puits qui va attirer vos sucres vers l'apex, vers les entrecœurs, vers les doublons, au détriment de ce que vous allez avoir besoin dans vos inflorescences. Et donc, le bilan, il peut être positif, mais c'est vraiment cet équilibre-là.
On a également montré, là c'est plus récent, c'est Nathalie Gaveau et puis ses étudiants, Marine Rondeau, qui ont vraiment démontré les effets des températures froides, des températures donc en dessous de 4 degrés pendant cette période-là, pendant ce mois de mai, quoi, globalement, où on avait vraiment des ruptures dans la chaîne et le métabolisme glucidique lorsque l'on a des nuits froides, et avec des variations de comportement de cépage au niveau de l'assimilation du CO2 et au niveau de la photosynthèse. Donc les nuits froides, en fait, vraiment pendant cette phase-là, il suffit de 2 nuits en dessous de 4 degrés pour avoir une rupture dans la chaîne d'alimentation glucidique de ces boutons floraux. Une faible disponibilité des sucres en réserve, mais ça c'est le corollaire de ce que je viens de dire tout à l'heure. Si pendant cette phase-là où on est encore en hétérotrophie, on n'arrive pas à mobiliser les réserves, on a une croissance végétative qui est lente, qui est irrégulière, donc vous ne pouvez pas passer à l'autotrophie rapidement, et le retard du passage à l'autotrophie. Alors comment ça va se traduire finalement? Là vous pouvez avoir 2 accidents physiologiques. Le premier, c'est du filage. Le filage, on le voit souvent. En fait, c'est juste tout simplement une régulation du nombre des boutons floraux au regard de la disponibilité des assimilats. Ce filage, en 2 facteurs. Et pour le millésime 2024, ça peut s'expliquer. Donc une croissance végétative insuffisante qui ne permet pas d'alimenter les grappes. Ou alors, on le voit souvent dans les années où il y a des variations importantes. 3 jours de frais, 2 jours de chaud, 3 jours de frais, 2 jours de chaud. Et là, en fait, ce sont vraiment ces à-coups d'aspiration de croissance. Quand il fait frais, la croissance végétative, elle ralentit. Et puis les 3 jours suivants, avec les températures, on a une pousse hyper rapide qui vient aspirer en fait les sucres disponibles au détriment de ces futures pièces florales. Et du coup, ça coule. Et 2024, en tout cas, moi, quand j'ai regardé la météo cette année chez vous, ça me paraît être une des explications sur lesquelles, quand on voit du filage. Et puis ensuite, c'est aussi futur, on ne le voit pas encore, on a l'impression qu'il ne se passe rien, on a toujours des boutons floraux, mais à l'intérieur de ces boutons floraux, on a des malformations, donc ça sera la future coulure. La deuxième période de cette étape 2, c'est la floraison et la nouaison. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être beaucoup plus facile à imaginer pour le viticulteur parce que c'est très, très visible. C'est un défaut d'éjection de capuchon floral. Donc, il est clair que l'humidité, de toute façon, empêche l'éjection du capuchon floral. C'est la libération du grain de pollen. Donc, là, cette libération du grain de pollen, c'est quand les capuchons ont sauté. Il n'y a pas de problème, il y a suffisamment de grains de pollen chez la vigne. Donc, il n'y a pas de problème de grains de pollen insuffisants en lien avec la fécondation. Puis, c'est la germination et la croissance du tube pollinique. Donc, le grain de pollen va germer. Les grains de pollen vont germer, ils vont venir se retrouver sur le stigmate là. Ils vont germer et pénétrer à l'intérieur de l'ovule en émettant un tube germinatif qui va venir libérer donc, ces gamètes à l'intérieur du sac pollinique et la pénétration de ce sac pollinique qui va ensuite féconder la baie et permettre donc d'assurer le nombre de baies. Donc cette phase-là, bien évidemment, on l'observe tous. Quels sont les facteurs qui permettent en fait d'avoir une bonne floraison et puis surtout une bonne nouaison, parce qu'à la limite, une bonne floraison, c'est pas bien grave, mais c'est surtout une bonne nouaison. Donc, encore une fois, c'est vraiment ce passage à l'autotrophie, est à l'autotrophie. Donc, ça veut dire que si vous avez des surfaces foliaires qui sont trop faibles, que vous êtes encore en hétérotrophie, la fleur, elle peut pas se faire, la nouaison ne peut pas se faire correctement.
c'est les facteurs climatiques, hein. L'absence de pluie, l'ensoleillement, il est très clair qu'une goutte de pluie sur un capuchon floral, ça empêche de faire sauter le capuchon floral. C'est mécanique, mais c'est tout bête, mais en fait, ça empêche de faire sauter le capuchon floral. Il y a aussi tout un jeu d'équilibre hormonaux que je n'ai pas le temps d'expliquer là, mais que je expliquerai au mois de février. Et puis également tout un jeu avec les éléments minéraux et notamment le bore. Je ne vous apprends rien non plus, mais qui est un facteur minéral qui permet de faciliter la formation du tube germinatif et donc qui permet une meilleure synchronisation. Les facteurs négatifs, c'est l'excès de vigueur. Malgré tout, encore une fois, à ce stade-là, à la floraison, l'inflorescence ne fait plus du tout sa propre photosynthèse. Elle est totalement organe puits vis-à-vis des sucres. Donc, lorsque l'on a des excès de vigueur, on a ces phénomènes-là, encore une fois, d'équilibre et de forte compétition avec l'APEX. Si vous voulez, on pourra discuter tout à l'heure de l'intérêt d'un rognage ou pas à cette période-là. Climat pluvieux et frais, et puis, encore une fois, les faibles disponibilités en sucre et le passage à l'autotrophie. Et l'accident, bien évidemment, c'est la coulure qui correspond à des avortements. La dernière étape, c'est la croissance du fruit et l'étape de maturation sur lesquelles je ne vais pas revenir. Dans la croissance du fruit, donc après la nouaison, à partir du moment où il y a au moins un pépin qui est formé, qu'est-ce que l'on a montré? Donc dès qu'il y a eu la formation, donc la fusion et la fécondation, on a 2 périodes de croissance végétative en fait, de la baie et de grossissement de la baie pendant la période végétative. Une phase qui dure une quinzaine de jours après la nouaison, qui correspond à des divisions cellulaires uniquement. Donc, multiplication du nombre de cellules en lien avec des divisions cellulaires. Puis, au bout de 15 jours, ces cellules qui se ressemblent toutes au départ commencent à se différencier en cellules de pulpe et en cellules de pellicule. Oui, Et puis ensuite, il y a la phase de multiplication et de grandissement cellulaire pendant 5 à 6 semaines. Et là, ça va figer en fait votre nombre de cellules et la taille des baies. Ce que peut-être il faut avoir en tête, c'est que sur une grappe, on a une très forte hétérogénéité de la vitesse de croissance des baies. On a montré que les fleurs qui étaient fécondées en premier donnaient toujours les baies les plus grosses et donnaient toujours les baies les plus mûres. D'où l'importance, en fait, finalement, d'avoir une floraison courte qui permet d'avoir cette homogénéité. Qu'est-ce qui fait que, également, on a un impact sur la taille? C'est le nombre de pépins, puisque le nombre de pépins a un impact direct sur le poids des baies. Les facteurs, c'est la durée de floraison courte. Ça, c'est une clé de réussite, de croissance et d'homogénéité. La durée de la floraison. Les floraisons qui traînent, c'est systématiquement ensuite de l'hétérogénéité de croissance et de l'hétérogénéité de maturation. La disponibilité en photoassimilat, pour que ça grossisse, il faut des sucres. Et puis, il faut au début pas de contrainte hydrique pour pouvoir assurer les multiplications. Et puis, une contrainte hydrique qui s'installe légèrement au moment de la véraison pour lancer la maturation. Qu'est-ce que ça donne si on n'a pas ces facteurs-là? C'est à ce moment-là que s'installe le milieu randage, c'est-à-dire des arrêts de croissance de manière fortuite de certaines baies et l'hétérogénéité de maturation. Et cette hétérogénéité-là, ensuite, va conditionner la capacité de remplissage de la baie au moment de la maturation, puisque le nombre de cellules qui va être formé, ce seront elles qui vont finalement se remplir comme des ballons baudruches au moment de la maturation, avec un impact direct sur la maturation. Donc en conclusion, si on voulait revenir un peu sur les faits marquants du millésime 24,
qui contribuent à expliquer finalement, comme un peu partout quand même, des faibles récoltes. Je mets de côté les aspects phytosanitaires et l'impact du mildiou sur cette faible récolte. On peut déjà travailler et puis se poser la question de la sortie l'année dernière, qui n'était pas l'année la plus fructueuse en termes de sortie. Et peut-être au regard de la contrainte hydrique précoce et des contraintes hydriques précoces du mois de 2023 peut être un des facteurs qui explique cette sortie qui est pas réellement trop importante. Il y a aussi ensuite, pour certains d'entre vous, il y a eu du gel juste après le débourrement, selon les données qui peuvent du coup avoir vraiment eu aussi un impact direct sur le rendement. Et puis, selon en fait la période également, ce froid-là qui a commencé à limiter la formation des pièces florales dans le bourgeon. Et donc des risques en fait de malformation de futures pièces florales que vous avez vues après au moment de la coulure. Mais c'était déjà fait finalement. Il y a ensuite, si on regarde les conditions climatiques du mois d'avril, le mois après le débourrement, également des périodes fraîches qui sont suivies de périodes chaudes, qui sont à nouveau suivies de périodes fraîches. Donc là, c'est vraiment en fait des facteurs climatiques qui vont jouer sur des à-coups de croissance et qui peuvent expliquer les observations de filage. Ça, c'est un facteur qui est extrêmement courant. Ensuite, coulure et milieu rendage. Donc ce que l'on observe, c'est que si on regarde vraiment les conditions climatiques, juste avant, j'aurais pu mettre le mois de mai aussi, mais juste avant la floraison, donc on a ces effets-là de nuit froide en tout début de la floraison, et notamment là, qui a pu avoir un impact également fort sur le métabolisme glucidique. Et puis ensuite, des épisodes pluvieux à la fin de la fleur qui peuvent également vraiment retarder, empêcher les derniers capuchons floraux de sauter et donc qui limitent la formation, les grains de pollen. Et puis ensuite, si on a une fleur hétérogène, bien évidemment, la fécondation est de moins bonne qualité, donc moins de pépins potentiellement sur les baies, qui ont un impact direct sur la croissance et le remplissage, enfin d'abord la croissance avec le nombre de cellules et puis potentiellement le remplissage. Et puis même si je ne me suis pas attardée sur les effets sur la maturation, mais il me semble que dans les facteurs de récolte, il y a le poids des baies. Le poids des baies, c'est vraiment lié à la croissance, mais c'est aussi lié à tout ce qui se passe pendant la maturation avec... pour ce que j'ai pu lire sur la Bourgogne et les données que l'on m'a données, des phénomènes importants de flétrissement dans certaines parcelles, suite à l'arrêt du chargement en sucre, et que l'on pourrait mettre en relation avec les effets de vent que vous avez eus au mois de septembre. Et qui peuvent, après l'arrêt de croissance, finalement entraîner de l'évaporation, ce que j'ai pu lire sur certaines parcelles. Donc voilà, j'ai dépassé un peu le temps, excusez-moi, et je suis à votre disposition pour des questions.